Comme je t'aime est né en 2011 pour expliquer ce que faisait mon épouse, Inès de Franlieu, qui est d'ailleurs ici, lorsqu'elle parlait aux jeunes sur la beauté de l'amour dans les établissements scolaires. Il y a 4 ans, je quittais mon emploi dans l'industrie pour transformer Comme je t'aime en association et créer un réseau d'intervenants formés par Comme je t'aime pour aller expliquer la beauté de l'amour suivant cette pédagogie. Et cette pédagogie a été élaborée par Inès, mon épouse, fruit du millier d'interventions qu'elle avait déjà réalisées dans les établissements scolaires. Conscient qu'il ne suffisait pas d'aller parler aux jeunes, mais qu'il fallait également donner des outils aux parents, nous avons créé, en parallèle de Comme je t'aime, un organisme de formation à l'éducation, qu'on pourrait appeler une école de parents ou une école d'éducateurs, qui s'appelle Comme parents, l'éducation sereine, lequel propose des formations pour les parents en petits groupes ou bien en e-learning sur tous les sujets d'éducation, dont celui de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle des enfants et des jeunes. Pour ceux qui seraient intéressés, il y a des petits flyers à l'entrée sur le présentoir. Alors, premièrement, je voudrais parler du cadre dans lequel nous intervenons sur le sujet de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires. Alors là, je vous ai donné le titre complet, éducation affective, relationnelle et sexuelle, mais très honnêtement, les sujets sur lesquels nous intervenons, c'est surtout les sujets d'éducation affective et relationnelle, sachant que la partie sexuelle est déjà largement abordée, malheureusement, très tôt à l'école. Donc, certes, nous venons compléter, mais c'est surtout les deux premiers sujets sur lesquels nous parlons. Alors, l'éducation à la sexualité est inscrite dans le Code de l'éducation nationale depuis la loi du 4 juillet 2001, laquelle stipule qu'une, je cite, information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain. Cette loi a été précisée par plusieurs circulaires, dont la dernière date de septembre 2018, dans laquelle il est mentionné que l'éducation à la sexualité se trouve à l'intersection de plusieurs champs. Le premier champ qui est le champ biologique, le deuxième champ qui est le champ psycho-émotionnel, qui permet d'aborder la question de l'estime de soi, des compétences psychosociales, des relations interpersonnelles, des émotions et sentiments, et d'inviter ainsi les jeunes à développer leurs propres réflexions et à échanger avec leurs pairs, tout en respectant leur sphère privée. C'est clairement là que nous intervenons. Et le troisième champ, qui est décrit comme étant le champ juridique, mais je pense qu'il n'est pas que juridique et social d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est mentionné, qui a pour objectif de sensibiliser les élèves sur des questions sociétales, les droits et devoirs du citoyen, les mésusages des outils numériques et des réseaux sociaux, les risques à une exposition aux images pornographiques, l'exploitation sexuelle, les violences sexistes et sexuelles. Et là, on est vraiment tout à fait dans le sujet. L'égalité homme-femme, etc. Il s'agit de combattre les préjugés, notamment ceux véhiculés par les médias et sur les réseaux sociaux à l'origine de discrimination, stigmatisation et violence. Alors, quel constat faisons-nous ? Pour venir au sujet qui nous préoccupe, qui sont les violences sexuelles entre mineurs, quelques considérations générales. Je pense que je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais ça vaut la peine quand même de se le rappeler. Les violences entre mineurs sont en augmentation. On parle de plus en plus de harcèlement à l'école. Il y a 25% des enfants qui se disent ne pas être en sécurité à l'école ou au collège. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente. Si on regarde les faits divers, les films, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, où la violence est tolérée et même montrée. Où l'impunité des jeunes progresse au fur et à mesure que l'autorité se dérobe. Impunité souvent encouragée par des parents qui soutiennent parfois leurs jeunes contre l'autorité du chef d'établissement ou du professeur. Et ça, on le voit très nettement dans les interventions que nous faisons, que je vais décrire tout à l'heure, où vous avez un jeune qui tient un propos en disant « voilà ce qui a été dit dans l'intervention », ce qui n'est absolument pas ce qui a été dit, et c'est lui qui a raison. On a beau avoir un enregistrement de nos interventions, c'est le jeune qu'on écoute d'abord.
On assiste, et ça c'est le deuxième lieu commun, à une sexualisation de la société. On parle de société pornographique. Par la publicité, bien sûr, qui utilise de plus en plus les vocabulaires et les codes de la séduction, par les films, et comme le disaient tout à l'heure les personnes de Déclic, donc Anne Sixtine, la pornographie est disponible gratuitement et tout le temps comme un bien de consommation courante. Cette sexualisation touche tous les jeunes, de plus en plus jeunes. On voit bien dans les cours de récréation, leurs injures à caractère sexuel font partie de leur langage commun. La pornographie est entrée dans les cours de récréation par la généralisation des smartphones dès le plus jeune âge. Et on voit bien que les parents sont conscients de ce souci-là, mais si vous ne parlez pas, en fait, il faut imaginer qu'il suffit que dans une classe, il y ait un seul enfant qui, lui, voit de la pornographie pour qu'il puisse infester tous les autres. Donc la question, vraiment, de la prévention précoce et prudente est déterminante. Je vais y revenir tout à l'heure. Et cette pornographie, bien sûr, je ne fais que le répéter, donne une idée dégradée de l'amour en leur présentant une sexualité comme une technique de corps qui doit procurer un max de plaisir. Ça oriente, bien sûr, comme c'était dit juste avant, ça oriente leur vision de l'amour. Leur corps n'est plus vu que comme un objet. Je fais ce que je veux avec mon corps. Ça, malheureusement, on a hérité ça des années 70. Dont on peut user à sa guise. Nous étions en relation avec une association au Captif La Libération, association qui s'occupe des personnes en situation de prostitution, qui intervenait dans les établissements scolaires pour parler de la prostitution et qui découvrait qu'en fait, dans l'établissement scolaire, il y avait des jeunes qui se prostituaient dans le cadre scolaire afin de pouvoir s'acheter un smartphone dernier cri. C'est sûr que c'est beaucoup plus efficace que n'importe quel petit boulot. Et donc, cette sexualisation les met sous pression. On voit très bien dans les questionnaires que nous recevons, que nous collectons à la fin de nos interventions, et je vais revenir tout à l'heure dessus, on voit les questions qui arrivent. On voit bien, si je ne suis pas en couple, on va se moquer de moi. Dès que j'ai un bon ami de l'autre sexe, c'est automatiquement vu par les autres comme étant mon petit ami ou ma petite amie. Parfois même avec la bénédiction, voire l'encouragement des parents. Parce que les parents trouvent ça mignon. Ben non, c'est pas mignon du tout. En fait, c'est un vrai problème. Et c'est suivi un peu plus tard par si je n'ai pas eu de relation sexuelle avec une fille, je serais traité de bolos. Donc, tout à l'heure, on a évoqué la pression du groupe. Et tout cela, ça a pour conséquence des enfants qui ont du mal à se concentrer en classe, des ados en chasse pour leur première relation sexuelle. Dans les classes dès la CM2, nous avons la question à quel âge doit-on avoir sa première relation sexuelle? Et ensuite, ce qui a été aussi évoqué, des filles plus âgées, alors là c'est plutôt au lycée, qui nous disent, elles se disent être asexuelles. Et là la question qu'on peut réellement se poser, c'est qu'ont-elles bien pu voir ou vivre pour en arriver là? Ou bien, autre chose qui a été évoquée juste avant, qui se déclarent homosexuelles par peur de la différence, par peur du garçon. Et la question, c'est dans un contexte aussi dégradé, que proposer aux enfants et aux jeunes pour que la prévention que nous souhaitons tous ne soit pas seulement une prévention sanitaire de plus, anxiogène et désespérante? Comment leur faire comprendre que nous sommes des êtres de relation et combien développer de belles amitiés rend heureux et que c'est cette amitié qui les prépare un jour à aimer? Comment leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas de se protéger de l'amour, mais plutôt de protéger l'amour? Alors, qu'est-ce que propose Comme je t'aime? Alors, je voudrais peut-être d'abord mentionner que Comme je t'aime, comme je l'ai évoqué, propose des interventions dans les établissements scolaires et on nous demande d'intervenir pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est bien de le faire. Il y a des chefs d'établissement très conscients de ce qui se passe dans la cour de récréation et donc il y a un véritable souci éducatif. Et puis, malheureusement, on a aussi des interventions qui nous sont demandées souvent trop tard. C'est-à-dire, c'est parce que les choses se sont mal passées qu'on nous demande d'intervenir. Il y a eu un problème. Et les problèmes, bien sûr, qui ont été évoqués par tous les intervenants précédents,
où on parle de consentement, où on parle d'attouchements extrêmement graves, sont très pénibles à entendre. Mais ce que nous entendons aussi, c'est des choses qui sont plus banales ou qui sont plus troublantes pour des parents. Je vous donne un exemple, ce qui est arrivé dans une école de région parisienne, je tairai le nom de l'école, des élèves en 5e, eh bien, il y avait 4 filles et un garçon. Ils se retrouvaient gentiment à l'extérieur de l'école, après les cours, alternativement chez l'un ou chez l'une, et il y avait bien sûr tout un tas de choses qui se passaient, des attouchements, et il y avait même eu une relation sexuelle. Ce qui est très intéressant, c'est que ça n'a pas été dénoncé. Quand est-ce que la chose est apparue? Quand est-ce qu'elle nous est revenue aux oreilles? Elle nous est revenue aux oreilles à partir du moment où une des filles du groupe a voulu en parler, non pas parce qu'il y avait des attouchements, mais parce que le garçon les montait les unes contre les autres en leur disant « Tu es toute seule, tu n'as pas d'amis, une telle, celle qui est là de l'autre côté, elle, en fait, c'est pas ton amie. » Et c'était ça qui semblait, en fait, encore plus grave aux yeux des enfants, ou des enfants, que les relations désordonnées qu'ils avaient pu avoir. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que même la représentation de ce qui avait été grave, dans leur tête, était tout sauf clair. Donc bien sûr, la chose est apparue, a été reportée, mais ce qui était très intéressant, c'était de voir la réaction. Et bien la réaction, ça a été, le garçon a été viré. Est-ce qu'il y a eu une conversation avec lui? Non, il a été viré. Et la réponse, en l'occurrence, mon épouse était celle qui interviewait la petite fille, et donc celle qui avait eu des rapports avec le garçon. Elle n'a pas été violée, puisque c'était des rapports consentis. Et la question, quand mon épouse lui demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, j'ai été chez le docteur. Ah oui, j'ai été chez le docteur? Oui, chez le docteur, le gynécologue. Oui, oui c'est ça. Et alors? Et le docteur a dit que l'enfant cherchait un petit peu, que tu étais vierge. Oui, c'est ça. Et tu as compris ce que ça voulait dire? Non. Fermeture du banc. Donc il ne s'était rien passé. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu, c'est nous, parents, nous, éducateurs, reprendre la parole. Alors, je vous dis ça, et puis en même temps, comme je t'aime, nous intervenons dans les établissements scolaires, pas en substitution de ce que font les parents, en complément de ce que font les parents. Et vraiment, ça nous semble très important de réaliser que cette parole, c'est d'abord une parole qui doit avoir lieu en famille. Peut-être pour compléter ce que disait le docteur Berger, je pense quand même que les premiers concernés, ce sont les parents. Pourquoi est-ce que ce sont les parents? Parce que d'abord, ils voient très bien le développement de leur enfant. Ils sont en mesure de pouvoir accompagner l'enfant dans le développement de sa vie affective. Quand il a un comportement dans le bain avec son petit frère ou à sa petite sœur pour tirer sur la petite sœur qui tire sur le zizi de son petit frère, eh bien, c'est pas surtout non, tu ne touches pas, c'est interdit. Non, c'est tu vois que ton petit frère est différent de toi. Ah, pourquoi est-ce qu'il est différent de toi? Et c'est là, dès ces premiers âges, on peut déjà arriver à parler de vie affective à son enfant en disant ton corps est différent de celui du petit frère. Voilà. Alors, on n'est pas dans le cadre familial, mais dans le cadre dans lequel nous intervenons, et ça je voudrais faire une mention parce que ça a été dit juste avant, quand nous intervenons dans les établissements scolaires, c'est très important d'imaginer, c'était mentionné juste avant en disant, mais tous les enfants ne sont pas au même niveau de développement. Certes, vous pouvez dire ça quand les enfants sont dans les petites classes, CM1, CM2, peut-être éventuellement 6e. Mais il faut considérer qu'à partir de la 5e, ils sont tous au même niveau. CM1, CM2, bien sûr, vous devez parler de manière positive. Les objectifs de nos interventions auprès des enfants sont les suivantes. C'est donner un regard apaisé, admiratif sur le corps sexué, découvrir la finalité de ce corps sexué fait pour aimer et donner la vie. Faire comprendre la beauté et la nécessité de respecter son propre corps et celui des autres. Et ça, c'est important de développer cette notion parce que c'est celle qui vous permet ensuite de dire
et tu n'es pas dépendant du groupe. Et ce que tu peux dire non. On explique qu'il faut développer la capacité à nos enfants à dire non. Parce que, ça n'a pas été mentionné aujourd'hui, mais on explique que les prédateurs sexuels, en fait, seraient arrêtés à 80% par le premier non qu'ils entendraient. Mais que, sous l'effet de sidération, la victime ne se sent pas en mesure de le dire, ce non. Donc, il faut, en fait, développer la capacité de l'enfant à pouvoir se dire non, ça n'est pas juste. Mon corps m'appartient, je souhaite pouvoir le dévoiler, le révéler à la personne que j'aurais choisie. Et ce n'est pas toi. Quels sont les objectifs de nos interventions auprès des adolescents? Alors pour nous, les adolescents, c'est à partir de la 4e. Faire émerger le désir profond de tout cœur humain d'aimer et d'être aimé dans la durée. Mettre en lumière les différences hommes-femmes, sources de richesse et de complémentarité. Et comprendre comment préparer aujourd'hui le bonheur de demain. Pour cela, nous proposons 5 différents ateliers que nous organisons dans les classes du CM1 à la terminale. Et ces ateliers sont adaptés à la maturité affective des enfants et des jeunes. Avec en CM1, découvre que tu es un être de relation. On est toujours sur une anthropologie, vous allez voir, je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de dire, en fonction de l'âge et de la maturation de l'enfant, on va rajouter des notions un peu sous la forme de cubes. En CM1, c'est découvre que tu es un être de relation, développer de belles amitiés. En CM2 6e, comprends et respecte ton corps. Tu comprends que ton corps est beau par sa finalité, et donc il va falloir que tu le respectes. En 5e, réalise que tu es fait pour le bonheur. Et là, on va introduire les différences entre plaisir et bonheur. En 4e, se comprendre, s'estimer et accepter les autres. Là où l'estime de soi va rentrer en ligne. Et à partir de la 3e, c'est construis ton bonheur. Alors à la différence de beaucoup d'associations, nous ne partons pas des questions des enfants et des jeunes, et ça c'est de manière intentionnelle, parce que nous sommes convaincus que nous les adultes, nous avons d'abord quelque chose à dire aux enfants et aux jeunes sur l'amour humain. Nous leur proposons ensuite un temps de questions, et ce faisant, il y a tout un tas de questions qu'ils ne vont pas poser, parce qu'ils vont comprendre que c'est hors sujet. Ça évite des débordements. Ça évite certains débordements. Je ne pourrais pas dire que ça les évite tous. Ensuite, nos interventions sont basées sur une pédagogie. Je pense que ça, c'est important de dire. Une pédagogie très cadrée pour éviter les dérapages. Nous formons nos intervenants à répondre aux questions dans l'esprit de Comme je t'aime. Et nous demandons qu'une personne de l'établissement scolaire soit présente à chacune des interventions, a priori le professeur principal ou le préfet, parce que nous n'intervenons que sur demande de l'établissement scolaire. Et ensuite, tous nos ateliers ont un corpus anthropologique commun, à savoir la personne humaine, un corps, un cœur, un esprit. D'où le titre qui était donné à mon intervention. 5 minutes. Pour nos ateliers, nous avons souhaité réconcilier ces 3 dimensions de la personne humaine, dire aux enfants et aux jeunes que nous ne sommes pas qu'un corps. En effet, notre corps nous permet de poser des actes, bien sûr, mais il nous permet également d'exprimer nos sentiments. Et on prend des exemples extrêmement concrets pour les enfants. Les larmes du corps expriment la tristesse, le sourire exprime la joie. Une maman qui a besoin de consoler son enfant va le prendre dans les bras, le câliner. Ça ne guérit pas, mais ça soigne très très bien. Voilà. Et si nous sommes tous d'accord que l'amour est le plus grand des sentiments, et les enfants le sont, d'accord, le plus important dans nos vies, parce que c'est celui qui nous rend heureux, alors on peut comprendre qu'un papa et une maman aient besoin de leur corps, de tout leur corps, et de leur corps sexué, pour se dire l'intensité de leur amour. Et c'est ce grand câlin de l'amour qu'on appelle la relation sexuelle. Dès le plus jeune âge, nos enfants ont besoin de vérité. La sexualité n'est pas qu'une question de corps. C'est dans cet état d'esprit que Comme je t'aime a construit sa pédagogie. Révéler ce qu'est la personne humaine et ses aspirations profondes. Il faut dire aux enfants que ce corps sexué est fait pour un jour exprimer l'amour et ainsi donner la vie. Il faut réconcilier corps et cœur, sexualité et vie. Il est important de les révéler
qu'ils ne sont pas que corps, mais aussi esprit et cœur. 3 dimensions que l'on ne peut séparer. Ce que je fais à mon corps va toucher à mon cœur. En effet, ce que je regarde par les yeux de mon corps peut faire du bien à mon cœur, mais aussi terriblement abîmer mon cœur quand c'est violent, vulgaire, voire pornographique. Mais nous introduisons également la 4e dimension, qui est la volonté. L'esprit, lui, me permet de guider le corps afin de ne pas devenir esclave de ce corps, réfléchir aux envies du corps, être maître de soi. C'est cela qui rend libre. Mais la volonté dans tout ça. Comme je t'aime, veut émerveiller l'enfant sur ce corps fait pour aimer, lui faire saisir combien l'amour est ce qu'il y a de plus précieux car source de bonheur. Admiratif de ce corps et de sa finalité, l'enfant sera prêt alors à s'investir dans le respect de son corps et de celui des autres. C'est ce que l'on appelle la pureté. Quant aux adolescents, combien ils ont besoin d'entendre parler d'amour et non pas simplement de sexe et de danger. Comme je t'aime, cherche à faire émerger chez les jeunes ceux qui veulent vivre, ce à quoi leur cœur profond aspire, à les guider sur ce chemin de la construction d'un amour source de bonheur, c'est-à-dire d'un amour durable. Chaque rupture amoureuse, en effet, porte en elle-même une blessure du cœur dont la cicatrice met du temps à s'estomper. Il est tellement important pour nos jeunes de découvrir combien la différence est source de richesse. La différence des corps sexués et leur complémentarité permet l'union et peut donner la vie. Reconnaître la différence de nos psychologies hommes-femmes, reconnaître la différence de nos attentes affectives, permettra de vivre de la richesse de la complémentarité. Nous leur faisons découvrir combien l'amitié est le socle de l'amour. Elle permet de connaître la personne en vérité. Vivre l'amitié entre garçons et filles demande une forme de silence. Taire à l'autre le sentiment naissant pour le laisser mûrir ou mourir. Le silence est la garantie de la liberté pour observer l'autre tel qu'il est vraiment, sans se laisser aveugler par le fait de se savoir aimer, sans se laisser enivrer par des corps qui commencent à se donner. Le plaisir attire, il est immédiat, mais le bonheur se construit et demande du temps. Faire réfléchir nos jeunes à l'amour qu'ils veulent vivre, c'est leur donner les clés d'un bonheur à construire, qui nécessitera de renoncer librement à certains plaisirs immédiats en vue d'un plus grand bonheur. Choisir sa vie demande de s'affranchir de la pression extérieure pour accéder à la liberté. Alors, peut-être pour conclure, ce que je voudrais, c'est terminer en vous donnant quelques témoignages qui viennent des enfants que nous avons rencontrés. Nous avons rencontré 30 000. Avant, j'avais peur de ce sujet et maintenant, je suis rassuré. C'est une petite fille de 10 ans qui nous dit ça. Je croyais que c'était sale, maintenant je trouve ça beau. Merci. C'est une fille de 11 ans qui dit ça. J'ai compris qu'on n'est pas des moutons. Je ne vais pas suivre les autres quand ils se moquent du corps. Un petit garçon de 10 ans. Et pour les plus grands, je n'avais pas réalisé la différence entre plaisir et bonheur. Ça change tout. Merci d'être venu nous parler. Vous avez raison, ce que je vis est étouffant. Je croyais que vous alliez nous parler de sexualité et en fait, vous avez parlé d'amour. Ça fait du bien. C'est ça que je voudrais vivre. Merci. Je voudrais juste revenir sur cette notion de consentement, parce que je pense que vous comme moi, on est un peu harcelés par les établissements scolaires que nous parlions du consentement. Or, moi, il me semble que le consentement ne changera rien à cette énorme question de la sexualité, puisque les enfants, en général, ont une forme de consentement. Ce qui est arrivé en classe de 5e, qui a été évoqué un petit peu rapidement, les filles étaient parfaitement consentantes et elles me l'ont bien dit. Et c'est le regard de l'adulte qui a dit « les pauvres, elles sont victimes », mais elles ne se sentaient absolument pas victimes. Et comme nous l'a très bien dit Anne Sixtine, c'est peut-être que dans quelques années qu'elles se sentiront victimes. Voyez ? Donc, je crois que le consentement n'a pas lieu dans cette histoire de formation à la vie affective et sexuelle, mais beaucoup plus de dire il y a un temps pour tout et ce n'est pas encore le temps de l'amour. Et l'amitié nous prépare petit à petit à mieux aimer un jour. Et voyez, moi, personnellement, je suis extrêmement inquiète de cette notion de consentement qui apparaît absolument partout, et qui en fait n'est pas la solution
pour que cette sexualité s'arrête, en fait, pour que ces violences sexuelles, puisque parfois elles ne sont pas d'abord ressenties comme une violence, puisque le jeune l'a voulu, l'a même souhaité pour être dans les normes de ce qu'il voit et de ce qu'il entend autour de lui, et peut-être que ça sera ressenti comme une violence bien plus tard. Mais donc, à mon avis, il y a grand danger à nous pousser à parler du consentement. C'est essentiel. Mais oui, mais à l'âge où ça sera le temps de la sexualité. Ah ben quand on est en CM2, quand on est en 3e, est-ce que c'est le temps de la sexualité? Ah ben oui. Oui, mais ce que je veux montrer par là, c'est qu'en fait, plus on va parler de consentement, plus on va croire que toute relation acceptée est une sexualité épanouie. Eh bien non. Eh bien non, parce que là, ça serait parler simplement... je crois qu'il y a une véritable urgence à montrer que toute sexualité ne peut pas se vivre à certain âge. Et ce n'est pas parce qu'on est d'accord, parce que quand on a vu de la porno et qu'on se dit il faut en passer par là, parce que beaucoup de jeunes me disent mais on n'a pas le choix, il faut bien le faire. Et moi, j'accepte parce qu'en fait, ça va être du plaisir. Eh bien, en fait, le consentement est largement insuffisant pour dire que cette sexualité est possible pour être épanouissante. Et je crois qu'il y a une urgence à montrer que les choses se font, voilà, que tout ce qui est grand et beau prend du temps à se construire et les aider à construire une relation et donc revaloriser ce qu'ils ont à vivre aujourd'hui, qui est d'abord l'amitié. Parce que je vous assure qu'ils ne savent plus que l'amitié est possible. Alors, c'est tout ce travail de la différence entre le sentiment amoureux et puis vraiment aimer, etc. Mais je pense que si nous partons sur simplement l'histoire du consentement, je peux vous assurer que beaucoup de choses qui semblent inadmissibles à des adultes est pourtant parfaitement consenties par les jeunes. Du coup, je me permets de reprendre, et merci pour ton intervention. Moi, la notion de consentement, par exemple, aujourd'hui, je l'explique souvent. Je parle du mot consentement, pour le coup, moi, je l'utilise, je pense que c'est important, justement en introduisant le fait que dans notre société, on ne présente pas de la bonne manière le consentement. Et donc, je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où on te parle, on nous bassine objectivement de consentement à toutes les phrases, sauf qu'on ne dit pas comment développer ce consentement. Et c'est pour ça que moi, je creuse absolument avec tous les jeunes que je rencontre la question de la construction de sa personnalité, la question de la confiance en soi. Si j'ai pas confiance en moi, si j'ai pas conscience de ma valeur, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas capable de dire un vrai oui ou un vrai non. Et ça, je pense que c'est vraiment la manière, du coup, d'introduire la notion de consentement. Si déjà je suis pas construit, en fait, et c'est clair, ça va mettre un temps avant de se mettre dans la sexualité, ça réintroduit, en fait, que d'abord, pour vivre une belle sexualité, le fait que je sois une personne, vous voyez, la capacité à dire « je », ça demande une certaine puissance intérieure qui ne se développe pas en claquant des doigts. Et en fait, en mettant en avant cette dimension-là de construction personnelle, je pense qu'on réintroduit justement la capacité à faire un choix véritable, ce qu'on va appeler la notion de consentement, parce que finalement, consentir, je consens à quelque chose, je choisis quelque chose et j'en assume les conséquences. Et je me dis, du coup, au-delà même de la question de la sexualité, la question du consentement, elle se vit dans absolument toutes les dimensions de notre vie. Dans quelle mesure j'ai conscience dans ce que je vis, dans ce en quoi je m'engage, dans ce que je fais au quotidien. Quand je choisis par exemple de consommer ou pas de la pornographie, je donne un consentement ou pas, plus ou moins éclairé justement en fonction de ma connaissance, de ce que je fais, etc. Mais donc cette notion, à mon avis, de consentement, elle n'est pas à bannir parce que c'est un mot qu'on utilise en permanence, mais elle est à expliquer d'un point de vue de la construction de la personnalité. Je pense que c'est comme ça qu'on s'en sort pour éviter l'oubli complet de cette notion quand même absolument fondamentale. Alors pour rebondir justement sur ce qui a été dit, je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec le fait qu'on pose trop souvent la question du consentement. En tout cas, je pense qu'on pose trop souvent la question de la loi. Trop souvent la question du droit pénal et on y raccroche la question du consentement. Je pense que plus souvent, avant de se demander est-ce qu'il y a un interdit qui a été violé, est-ce que le consentement a été ou non respecté, c'est aussi tout simplement se demander est-ce que le comportement sexuel est problématique, est-ce que de manière plus large, que ce soit avec des mineurs ou avec des majeurs, est-ce qu'on est sur une violence sexuelle, bref, est-ce qu'on est sur quelque chose qui pose problème. Par exemple, on parlait de pornographie, des majeurs qui regardent de la pornographie qui concerne des majeurs. En soi, c'est pas interdit, sauf qu'à partir du moment où il y a un problème
d'addiction, à partir d'un moment où la personne ne peut pas s'en passer, la regarde trop souvent et se met en difficulté avec ça, là, il y a une difficulté. Là, il y a un problème qu'il faut traiter. Oui, effectivement, aussi, avant l'addiction, il faut s'en occuper, effectivement. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas si on se pose trop souvent la question du consentement, mais le sentiment que j'ai, notamment en faisant un petit peu de droit comparé, c'est qu'en France, on se pose peut-être parfois trop souvent la question de la loi en se disant est-ce que c'est interdit ? Est-ce qu'on interdit suffisamment de choses ? Est-ce qu'on est suffisamment répressif ? Et je pense que de manière plus générale, il faudrait plutôt, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ce matin, donner plus de moyens à l'éducatif, à la justice, à la police, à la santé, etc., pour faire en sorte que les comportements qui sont problématiques, est-ce qu'on parle de comportements sexuels problématiques ou autres, ne dérivent pas sur des infractions sexuelles, ne dérivent pas tout simplement sur quelque chose qui pose problème. Je ne sais pas si ça rejoint concrètement ce que vous vouliez dire, mais pour moi, j'en fais des liens. Voilà.